Blowout saison 2 toujours, épisode 4 par contre. Et on a la chance de recevoir El Patman, que je tiens à remercier personnellement, parce que vraiment je vois tous tes commentaires sous les podcasts, ça fait ultra plaisir. Les réactions sont très simples, mais franchement ça me va droit au cœur, c'est trop cool, donc très très contente d'avoir pu te recevoir dans le podcast, c'était vraiment trop sympa. Et cet épisode parlera entre autres des conventions. Qu'est-ce qui est encore cool dans les conventions ? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Et du statut de tatoueur. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Je pense pas que ça serve à quelque chose que je m'excuse à chaque épisode qui prend 4 mois à être posté. Du coup voilà, les épisodes arrivent quand ils arrivent. Profitez-en bien cet été. J'espère que vous pourrez l'écouter dans de super conditions. Et bonne écoute. C'est parti, et bonjour tout le monde, épisode 459 de la saison 62. Je ne sais pas où on en est, donc bienvenue sur Blowout Tattoo Podcast. Et aujourd'hui, on reçoit El Patman. Bonjour monsieur. Bonjour à tout le monde et bonjour Paul. Merci beaucoup de donc nous voir. Déjà, merci à toi d'avoir, encore une fois, ça fait plaisir parce que c'est toi qui nous as envoyé des petites réactions sur l'Instagram. Ah mais c'est un super podcast, enfin, moi j'en écoute quelques-uns et j'avoue, le Blowout il est vraiment vraiment cool, hein, franchement. Ah bah ça c'est gentil parce que alors s'il y a bien un truc qu'on fait, on le fait simplement et sans Sans chichi. Non, alors c'est vraiment juste de la conversation. C'est ça que j'aime bien en fait. J'ai toujours pensé en écoutant le truc, tu vois, je me suis toujours imaginé que vous étiez dans un bar ou un truc comme ça, que vous discutiez autour d'un verre et que c'était comme ça que ça se passait en fait. Ouais. Bah, je te cache pas que c'est un petit peu notre idée, c'est d'avoir un truc comme ça un peu spontané. Et puis à la base, ma grosse inspiration c'était le podcast de Steve Bastian, Tattoo Tales, où des fois ça dure beaucoup plus longtemps, 3-4 heures parfois. Ouais, exact, ouais. Mais j'aime bien ce truc où ça digresse, voilà, ça fait des hors-sujets, Mais bon, on essaie d'avoir un format d'1 heure à peu près digeste, que tout le monde puisse se le baffer sans problème. Donc voilà, écoute, bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Et alors juste pour situer un petit peu, là t'es où ? Là t'es sur Paris, c'est ça ? Là je suis sur Paris. En fait j'ai toujours été sur Paris, ça fait 35 ans que je suis ici. T'es natif de Paris ? Non, je suis pas natif de Paris, je suis natif d'Orléans. Okay. Et voilà, je suis parti d'Orléans, j'avais 18-19 ans, parce que j'avais envie de venir à Paris. C'était pas du tout pour le boulot, c'était vraiment parce que Paris, c'était la ville que j'aimais, quoi, voilà. Yes. Et donc, voilà, baguette, je suis parti un peu au pif. Et ça fait 35 ans que je suis ici. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premiers balbutiements dans le tatouage, ton premier émoi de tatoueur, comment ça s'est... Ça a été, j'ai pensé un peu... Moi, je suis venu assez tard au tatouage. Je suis venu en tant que tatoueur, j'avais 30 ans. Mais en fait, le tout premier truc que j'ai vu, je me suis dit, mais ça a l'air cool, ça. C'était 2 gars qui étaient... j'étais au collège. Et il y avait je sais pas comment, c'est un peu l'équivalent des SECPA maintenant. Donc il y avait des classes un peu, c'est des mecs qui sont devenus des loulous, hein, certainement. Et les types se tatouaient dans la cour de la récré. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est mortel. Et je sais pas, je devais avoir, quand t'es en 4e, 3e, je sais pas, t'as quoi, 12-13 ans, un truc comme ça. Enfin bref. Et c'est resté. Et je disais, putain, mais c'est génial. Et voilà, à ce moment-là, il y avait pas de. Il devait y avoir un studio à Orléans. Qui doit être toujours là, le studio Ray Tattoo d'ailleurs, je crois. Laisse tomber, tu ne peux pas rentrer, hein, si tu n'étais pas majeur, c'était même pas la peine. Mais voilà, ça m'intrigue. Et puis parallèlement, je pense que la musique que j'écoutais, qui était plutôt orientée punk rock et tout ça, sur les pochettes, tu voyais des mecs qui avaient des tattoos, des trucs super cool. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, donc 18 balais, 18-19, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai pris les pages jaunes, j'ai regardé Tatoueur Paris, et le premier truc que j'ai fait, c'est aller me faire piquer. Et c'était cool. C'était chez qui ? Tu t'en rappelles ? Non, à Pigalle. Allez ! Wow. Mais oui. Ouais, carrément un morceau d'histoire. L'expérience n'était pas folle, parce que c'est un truc que tu attends depuis des années, et que, voilà, ça s'est passé, ok, tu veux ça, assieds-toi, on fait le tatou, ça a duré 20 minutes, merci, au revoir. Mais d'être dans le studio de tatou avec ces petits flashs partout, l'odeur du détol, c'est un truc qui est resté vraiment à chaque fois. Dès que je sens du détol, maintenant, pour moi, c'est associé au tatou. C'est vraiment ça.
voilà, et ça a été très rapide. J'étais un peu déçu. Et en fait, l'année suivante, je me suis retrouvé à aller à Toulouse. Et à côté, à l'époque, je jouais dans un groupe et tout. Voilà. On jouait dans une salle qui n'existe plus, évidemment. Mais à côté, il y avait un tatoueur qui existe toujours, qui s'appelle Raymond, Fantasy Art Tattoo, qui est à Toulouse. Et là, ça a été une toute autre expérience. Mais clairement, c'était vas-y, rentre, assieds-toi, tu veux une clope, tu veux une bière. Enfin, c'était carrément autre chose. Et là, je me suis dit, ah ouais, tattoo, c'est vraiment cool. Et donc, c'est resté. Et moi, j'étais vers quelle année, là, à peu près 19-20, donc ça devait être 90, je pense. Ouais, okay, à peu près. J'avais 2 ans. Voilà. Désolé. C'est vrai que ouais, j'ai pas le sentiment d'être vieux, mais ça fait longtemps que je suis là-dedans, en fait. J'ai toujours traîné, soit en tant que client, soit maintenant en tant que tatoueur. Dans ce milieu, ça m'a toujours attiré. Toi, je dessinais des trucs pour des potes qui allaient se faire tatouer par d'autres gars, en fait. Jusqu'au jour, je me suis dit, mec, il faudra peut-être que tu te bouges le cul, c'est ça que tu as envie de faire, fais-le. Et je l'ai fait. Et c'était cool parce que ça s'est super bien passé. Et tu faisais quoi à l'époque? T'étudiais? T'avais un job? J'étudiais en très dilettante quand même. Okay. Non, j'avais un job. J'ai fait plein d'autres jobs, de magasinier, caissier, vendeur, plein de trucs, de petits jobs, quoi. Voilà. Et, t'es jeune, tu t'en fous, t'as des sous à la fin du mois. L'important, c'est de sortir, te payer des tatous. Et puis voilà, c'était ça. Donc, je me suis pas trop posé la question. C'est venu aussi pareil bien plus tard où à un moment je suis bon, on pourrait peut-être faire un petit truc de ta vie quand même. Yes. Et j'étais graphiste, j'étais maquettiste dans une agence et tout. Et donc parallèlement, j'avais lié ça, déjà on est plus vers 98, 99 par là. Et oui, puis tu vois, avant c'était ça aussi, j'avais aussi le groupe avec lequel je jouais, on jouait dans des salles, donc c'était un peu la belle vie, hein, franchement. Et le groupe c'était quoi? Ça s'appelait les Mobile Hoovers, c'était un groupe d'Orléans à la base. Ouais. Qui est devenu Lungfish. Après, on faisait du rock. Voilà, j'avais d'autres formations où je faisais plus des trucs beaucoup plus punk et beaucoup plus grind aussi. Et ça, c'était bien fun. Ok. Ouais, parce que moi, je suis batteur dans des groupes de grind, mais c'est marrant parce que quand même. Il y avait le premier dans lequel j'avais joué, c'était un petit groupe pareil qui s'appelait Sea Shepherd, en fait. Ça, Sea Shepherd. Et ouais, ça, c'était il y a longtemps. Donc, voilà. Et puis, ouais, par rapport à ça, voilà, il y a plein d'autres trucs de courants musicaux. Enfin, ne nous écartons pas. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'étais maquettiste à ce moment-là. Et puis, il y a un moment où il y a eu un plan social dans l'agence où je bossais. Et moi, parallèlement, j'avais déjà fait pas mal de connaissances avec Tribal Act et à l'époque Yann qui bossait là-bas, Yann Black. Ouais. Et il me piquait aussi pas mal. Et puis voilà, et du coup, moi, l'agence, j'aurais dit, voilà, moi, je veux m'en aller. Je veux plus être maquettiste parce que ça devient n'importe quoi. Et c'est plus ce que j'aime. Et je vais être tatoueur. Et donc, Yann, je suis allé le voir. J'étais allé le voir un peu avant en lui disant, tu sais, je t'avais parlé du tatou, j'aimerais bien t'apprenti. Il fait, bah ouais, viens lundi. Enfin, le mec, mais sans souci, quoi. Ça a été aucune question. Avec Yann Black. Avec Yann Black, ouais. Ok. Et du coup, moi, je venais là-bas. Mais je bossais en même temps, donc c'était pas évident et tout. Puis quand il y a eu ce plan social, là, j'ai pu m'y consacrer toute la journée, tous les jours. Et ça a duré, je pense que ça a duré 2 ans quasiment. D'accord. C'était un apprentissage c'était génial, hein. Le mec il me disait, tu te poses là, tu dis rien, tu regardes. À la fin de la journée, si tu as des questions, on va essayer d'y répondre. J'ai appris à souder des aiguilles. Toute la journée, je soudais des aiguilles, c'était magique. Il a été un super prof, hein, vraiment. Ça a été, c'était magique, quoi. Et à la fin, il m'a dit, bon voilà, mec, tu dois te démerder maintenant. Et salut. Donc voilà, il avait 2-3 potes, de squatteurs qui étaient très contents d'avoir des nouveaux tatous. Et puis tu te fais la main comme ça, en fait. Et puis tu dis squatter, pourquoi tu étais dans les milieux squats parisiens un peu de l'époque? Non, moi non, mais eux, oui. C'était vraiment leur truc, parce que c'était aussi les potes de Yann, hein, ça là-dessus. Bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, les gars, ils leur en ont parlé, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, pareil, tu commences. J'ai de la peau. Vas-y. Un pack de binge, ça te va? Bah ouais. Aïe. Fait, quoi. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir de rappeler ce genre de moments parce que. Ah bah oui. Je pense que les jeunes artistes tatoueurs se rendent pas forcément compte de ce que ça pouvait être à l'époque, de comment c'était une niche, de comment c'était pas forcément une vocation non plus, finalement. Vous êtes beaucoup à être tombés dedans par la force des choses, parce que ça s'imposait aussi. Ah, moi, il y avait vraiment une volonté, en fait, de ça. J'avais gardé ce truc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu un groupe de potes avec qui j'étais au lycée, qui eux jouaient dans une grosse salle à Paris. Et on se voit après le concert et tout.
On s'était pas revu depuis plusieurs années déjà. Et donc, blabla, on discute. Et puis, ils me font, ah, mais tu fais quoi? Je suis maquettiste, voilà, c'était cool. Et il y en a un, Pierre, il me fait, quoi? Et putain, tu nous cassais les couilles au lycée avec ton tatouage, et t'es pas tatoueur, en fait. Et en fait, je suis rentré, j'avais 29-30 piges, tu vois. Je suis rentré chez moi, je fais, bah ouais, mais en fait, c'est ça que t'as envie de faire. Et voilà, et c'est vrai que la première fois où Yann m'a filé une machine, au bout de 2 ans, ben vraiment, t'as ce truc de, tu sens, c'est ça, et ce sera pas autre chose. Il peut y avoir d'autres choses, mais c'est vraiment ça, en fait. Je sais pas comment dire, c'est une espèce d'équilibre qui se crée en toi. Alors, même si le premier tatou que tu fais, tu vois, j'ai tatoué, il revient au bout de 20 minutes parce qu'il m'a dit, je te laisse, comme ça, au moins tu seras pas stressé et tout et tout. Il me fait, ah, t'as rien piqué. Parce qu'en fait, je n'étais pas allé assez fort, j'étais là, genre, tout doucement. mais tu sens que c'est ça, quand la machine, elle vide, parce que j'avais jamais tenu de machine, en fait, auparavant. Et quand la machine, elle vide dans tes mains, que tu l'as dans ta main, tu fais, waouh, en fait, c'est ça que je veux, quoi. Et, et voilà, et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Mais ouais, c'était vraiment, j'avais envie de ça. Et ça a été le truc. Et est-ce que tu te rappelles de cette première machine? Ouais, c'était une Mickey Sharps. Ah ouais. Comme toujours. Bah ouais, les premières que j'ai achetées, c'est des Mickey, c'est une paire de Mickey. Et je les ai toujours, je les utilise toujours. On me les a réglées parce que moi, je n'y arrivais plus, je comprends plus rien. Puis un pote builder qui me les a réglées, elles marchent comme en 40, hein, vraiment, quoi. C'est une alu. Hein. Enfin, ah, mais c'est indestructible, ce genre de choses. Vraiment, quoi. Enfin, ouais, c'est indestructible. Ok, des fois, tu es un peu perdu quand tu n'es pas un technicien de ouf, mais quelqu'un te la remet en marche et voilà, ça fonctionne. Hein. Et c'est parti. Bah, ouais. C'était quoi à peu près tes rêves tatou de l'époque? Est-ce que tu étais déjà dans le style qu'on te connaît un peu aujourd'hui ou bien t'es passé par plein de phases? Enfin, comment ça s'est passé? Au début, tu fais du tatou, voilà, ouais. Maintenant et tout, et avec toujours cette petite idée de. Je crois que, en fait, le dot, c'était le boulot de Xavier Lehen, évidemment, le père du dot, il n'y a pas à chier là-dessus, c'est lui. Et je crois que j'ai découvert ça vers peut-être 2001, un truc comme ça. J'étais, voilà, c'est génial son truc. Enfin, ça me paraissait complètement fou, ces espèces de. Pas ce rendu au point. J'avais vu 2-3 illustrations il y a longtemps de vieux trucs dans des bouquins celtiques et tout, où ils utilisaient en fait ça dans les dessins. Voilà. Mais sans plus. Et là, c'était appliqué en tatou. Je fais, mais c'est génial en fait. Toute cette clique, Curly, Into You en fait. Enfin, c'est vraiment Into You qui a été ma référence. Et puis, mais non, moi j'ai fait tout. J'ai fait beaucoup de black work au début, quand même, les premières années, c'était beaucoup ça. Parce qu'en fait, je pense que chez Tribal Act, comme c'était marqué Black Tattoo, les gens ils venaient pour ça, en fait. Bah oui. Et du coup, puis Yann faisait du black, hein, donc moi j'ai pris sa suite après, quand il est parti. J'avais 1 an de tatou, 1 an et demi peut-être, un truc comme ça, 1 an, ouais. Et Olivier, Chamor, il me fait, allez viens, on vient bosser avec nous. Je fais, mais mec, je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul et je commence. Il fait, là, t'inquiète, on va se marrer. Et on s'est marré, mais vraiment. Ça a été fou. Donc voilà, c'était assez polynésien. Il y avait tout, vraiment. C'était du tatou, quoi. Tant que tu tatouais, t'étais content, hein, franchement. Tant que c'était bien fait, que les gens étaient contents, bah voilà, quoi. Et à l'époque, tu faisais du guest un peu? Tu bougeais un peu de Paris? Pas du tout. Alors, pas du tout. Le guest, j'ai commencé bien après, vers 2008, je crois. Les conventions, tout ça, pareil. Les conventions, j'en avais fait un peu avant, parce qu'à l'époque, après Tribal Act, j'ai bossé avec Laura cette année. Ouais. Et du coup, je l'accompagnais en conv. C'était assez cool, parce que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Mais pendant longtemps, jusqu'à ce que j'arrive chez Art Corpus, j'étais vachement en solo, en fait. Que ce soit chez Jimmy Coquel au début, que ce soit après chez Tribal, après chez Laura. Laura, elle était souvent, elle bougeait aussi beaucoup, donc du coup, ça m'arrivait régulièrement. Puis, moi, je faisais mon truc, elle faisait son truc. Ça aussi, même si on échangeait, mais au niveau du tatou et graphiquement, c'était pas du tout la même. Mais voilà, de toute façon, on était potes depuis déjà très longtemps. Et donc je l'ai accompagnée en convention, elle m'a fait découvrir ça. J'ai fait la première, je crois que Nantes, c'est la convention que j'ai fait le plus. J'ai fait 17 fois. Ah ouais. J'ai commencé vraiment au tout début. Et puis encore maintenant, là, j'ai repostulé pour cette année.
puis rouler, quoi. C'est ça qui est. Ah ouais, c'est Ouais. marrant. Moi, c'est une conf que j'ai beaucoup fait aussi. Alors, bien sûr, peut-être pas autant que toi, mais je pense que. Et puis, tu vois, j'ai choisi de plus trop la faire l'année dernière. L'année dernière, je l'ai pas fait. Ah non, non Non, plus. Le dernier, j'ai pas fait. l'avant-dernière année que j'ai fait, puisque je vais pas te mentir, mais passer 400 artistes, genre, C'est ouf, hein. ça faisait quelques fois que j'avais cette sensation d'être noyé dans une masse Mm. informe, sans aucune cohérence, avec des Ouais. gens qui se regardent, qui se toisent de loin, qui s'adressent même pas la parole. Moi, c'est ça qui m'a choqué dans les confs maintenant. C'est ce Ah truc-là ouais. de stands qui viennent, ils bossent pour un prix, le prix passe, ils l'ont pas, ils plient les gaules et ils s'en vont. Mm. Les gars, il y a une soirée après, toi, on est là, on est entre nous, c'est quand même, on est 3 jours ou consacrés au tatou, avec des gens qui aiment ça, que ce soit des clients, que ce soit des tatoueurs ou des tatoueuses. Hein. Ouais, faites pas bande à part en fait, je trouve ça très très dommage. Quoi. C'est pas que. Mais il y en a quand même beaucoup. Quoi. Voilà. Non, Non, mais il y en a de j'aime. plus en plus. Alors, c'est bon gré mal gré, puisqu'en effet, de la convention qui débarque dans des petits coins, etc., finalement, ça a du bon aussi. Je veux dire, le tatouage s'insinue dans toutes les strates de la société, c'est très bien. Mais effectivement, il y en a tellement. Je veux dire, la grosse saison des confs, des fois, on en compte 2, 3 dans le week-end. Enfin, Ah, mais ça, c'est dommage. Quoi. Vraiment. Il y en a vraiment partout. Le moindre bled fait une convention. Tu fais, quand même. Alors qu'il y avait. Avant, j'aime pas ce mot, mais bon. Oui, il y a un moment, c'était. Attends, il y a une convention, il y en a une tous les 2 mois, on va dire. Tu vois, et vraiment, là, tu sentais qu'il y avait il y avait du niveau, il y avait un vrai engouement. Là, c'est un peu comme aller à la foire à la saucisse, en fait. Ah bah tiens, il y en a une là, ah bah tiens, il y en a une là, je vais aller là. Ok, bon, pourquoi pas, mais c'est un peu triste, quoi. et Il y a là, plus aujourd'hui, de magie. ouais. Comment? Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi aussi. Pardon. Ok, alors je saisis la balle. Vas-y. J'allais dire, à part Nantes, il y a d'autres Oh événements oui. sur lesquels tu envisages d'aller? Là, il y a, oui, dans fin février, il y a une petite convention qui est à Damary-Lélis, qui est dans le 77, pas loin de chez moi. Et ce qui est cool, c'est qu'on va y aller avec mon pote Ludo de Gégène, avec qui on bossait ensemble chez Art Corpus. Donc on va se faire ça tous les deux. C'est une petite combe, mais malgré tout, je crois qu'il y a quand même 150 stands, un truc comme ça. Voilà. On s'attendait pas à ça. On pensait que c'était un truc plus petit. Ça Parce que, commence. ouais, là, 250, ça commence à faire, quoi, tu vois. Mais voilà, on va voir ce que c'est. Je te dis, il y a Nantes. Moi, j'avais postulé pour Brighton, mais il n'y a pas eu de place. Donc voilà. Brighton, j'y serais bien allé. J'avoue, ça fait quelques années que je reluque le truc. Et que là, je me suis décidé à me dire, allez, postule. Bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine. En tout cas, c'est des gens qui ont pris la peine de répondre. Il y avait Viri qui m'avait contacté pour les 2 premières. Vraiment contacté. Et j'étais, ah bah non, je peux pas. Et là, je les ai contactés pour faire celle de cette année. J'ai même pas eu de réponse. C'est ça aussi. C'est que, n'oubliez pas, on a discuté avec un pote, avec Jules, une fois à Nantes, n'oubliez pas que les conventions sont les tatoueurs, il n'y en a pas en fait. Voilà. N'oubliez pas ça. Alors maintenant, il y a tellement de tatoueuses et de tatoueurs qu'effectivement, ils peuvent s'en passer. Hein. Il y aura toujours qui vont boucler leur stand, qui vont payer 6 mois avant. Ça aussi, c'est un truc. C'est payer 6 mois avant une convention. Ah non, je suis désolé. Alors Nantes, j'arrive souvent à m'arranger. Mais le principe, c'était quand même que tu payais soit à la fin de la convention, soit tu faisais moitié-moitié. Soit tu fais tes sous pendant. Ouais. Là, c'est encore faisable. Hein. C'est encore faisable. Moi, j'avoue que j'en fais assez peu, mais tu vois, là, je fais Pau, je fais. Pau, j'aimerais bien, mais c'est loin de chez moi, en fait. Ah oui, ça fait loin de chez toi, en effet. C'est super loin, quoi. Mais c'est vrai que Pau, de mon expérience, c'est une convention qui a réussi à garder un petit côté un peu rock'n'roll, on va dire. Gaëtan et Caro, on se connaît bien, parce que j'avais fait Montreuil et les 2 Montreuil. Ah oui. Et ouais, la première était folle. La première, il y avait quand même Xel Lehed, Dylan Forte et compagnie. Hein. Il y avait Yestin Fly, il y a toute l'équipe de Divan Canvas, en fait. Était là, plein d'autres. Et c'est vrai que Gaëtan et Caro, on se connaît bien et qui m'a demandé plein de fois de venir à Pau. Je suis désolé, c'est super loin. Et en plus, à chaque fois, j'avais 0 rendez-vous avant de partir. Donc, tu fais, bon, faire 900 bornes pour 0 rendez-vous, je suis pas certain du truc. Hein. Enfin, sache que chaque année à Pau, on voit quand même au moins Jeff Palumbo, Kostek. C'est cool ça.
qui font de la route. Ah ouais. Quentin Sibaric, pareil. Nad, peut-être que tu connais. Oui, oui. Enfin bref, on a quelques éléments nordistes qui font le Ah, déplacement. j'avoue, hein, ça me tente à chaque fois. Je fais bon. Puis voilà, enfin, là, la conjoncture fait que c'est compliqué Ouais, bien sûr. tout le monde. Mais oui, c'est une convention. Déjà, enfin, moi, je trouve que le boulot de Caro, il est juste dingo. C'est hallucinant qu'elle ait pas, elle ait jamais. Enfin, en même temps, peut-être qu'elle en a pas envie, hein, mais d'être plus connue que ça. Enfin, regardez si vous pouvez. Voilà, Caro, c'est Orca Artifice, non, je sais plus comment ça s'appelle son nom. Ah, je sais plus. C'est un nom. Mais Enfin, un truc comme ça. c'est un truc comme ça. Mais son taf, il est dingue. Et elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle bosse. Ah ouais, si, tiens, j'avais une question, rien à voir. Un truc à chaque fois, je me dis, putain, mais pourquoi tu poses jamais cette question? Parce que je la trouve plutôt rigolote. Ton blaze, il vient d'où? Oh, putain. Oh là là. Et ben en fait, c'était Laura qui m'avait trouvé ça. Quand je bossais chez elle, je savais pas trop, tu vois, Pat, ça me va très très bien. Et je sais plus comment c'est venu. Et elle m'a appelé comme ça. Je fais, bon, allez, vas-y, je prends ça. Je t'avoue que maintenant, au bout de 20 piges, enfin, tu vois, c'est les noms que tu as quand tu es très jeune. Et après, tu fais peut-être pas me traîner ça tout le temps. Mais Eh j'avoue ben que si. ça fait un an ou deux, je me dis, je crois que Pat, tout simplement, ça me suffit en fait. Mais bon, ça restait le Patman, c'est comme ça, voilà. Mais ouais, Ah bah, c'était. oui. Comment? Là, c'est grillé, je crois que tu vas te le Ah bah coltiner oui, tout à là, l'heure. tu peux pas changer, hein, c'est fini, hein. Mais ouais, je crois que c'est venu. De mémoire, franchement, ouais, c'est venu là. Je trouvais ça Ouais. rigolo, je disais, ouais, vas-y, roule, ça fait ça. Et alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc après Tribal Act, après, tu as bossé avec Laura. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et ben après, j'ai commencé à faire du guest où je bossais entre la boucherie moderne à Bruxelles, entre Ah, le Mystery Tattoo et puis et Art Corpus où je suis rentré comme et en même temps je faisais plein de conventions, il y a eu pas mal de conves, euh, voilà, national, international, tout ça, c'était chouette. Et puis en fait, Art Corpus, un moment, Roberto Dardini m'a dit, bah, si tu veux, il y a un poste fixe, donc j'ai pris. Ça, c'était en 2010, je crois. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai repris la boutique. Voilà. ok. Parce que Roberto voulait mettre les voiles, aller un peu, mettre un peu au vert et tout. Enfin, voilà, il en avait ras-le-bol de la boutique, ce que je comprends, parce que c'est un putain de boulot quand même. Nous, on était, l'équipe, on était 9 en plus, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, on était 9. On avait mis, enfin, j'avais un associé qui était Yannick, qui était le perceur. Et on avait mis tout le monde en salarié histoire d'être tranquille, donc c'est 2 fois plus de taf. Mais Ah c'était ouais. cool, hein, c'était des super belles années. Enfin, voilà, ça a été jusqu'en 2018 où là, moi, j'ai dû m'arrêter pour convalescence. Voilà, pendant un an. Et oui, Et parce ouais, que tu as été, alors je sais pas si c'est un sujet que tu souhaites aborder, mais tu as oh, eu je un m'en peu, fous. tu as été un peu malade. J'ai eu ce qu'on appelle une tumeur au cervelet. Voilà. Donc c'est une opération assez lourde et c'était pas la première fois. Alors c'est une tumeur bénigne, hein, voilà, heureusement. Mais c'était la deuxième fois et la première fois j'avais 36 ans, un truc comme ça. En 6 mois même pas, je me suis remis. Et là j'en avais 48, c'était pas du tout la même. Et ça a été un an, ouais, un an de. Bah, les premiers mois, tu sais même plus comment tu dois attacher tes godasses, hein, c'est un délire, hein. Vraiment, donc j'ai recommencé comme un petit apprenti à tatouer sur des peaux, sur des petits trucs. Et puis là, à l'époque, j'avais arrêté Art Corpus parce que pour moi, c'était beaucoup trop lourd, beaucoup. Voilà, c'est. Je sais pas comment dire, c'est aussi des histoires d'associés, hein, c'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà, du coup, j'ai arrêté. Et puis du coup, j'ai repris. Je suis allé voir Roberto, qui lui avait ouvert les derniers trappeurs. Ouais. Un très beau salon privé, mais avec pignon sur rue, mais tout fermé. Et du coup, je lui ai expliqué le truc et tout. Puis avec Adrien, donc était l'autre boss aussi. En fait, il y a 3 boss au trappeur. Il y a Lionel, Out of Step, Adrien et Roberto. Et du coup, ils me disent, bah, si tu veux, il y a un poste à prendre. Je dis, bah, moi, j'arrive à peine à tatouer, en fait. Enfin, j'arrive à tatouer, mais c'est un peu chaud quand même. Donc, en fait, je l'ai pris parce que j'avais envie de recommencer à bosser. Et voilà, j'avais le poste, j'avais pas de clients. Et je faisais mes petits dessins, mes petits trucs toute la journée. Ça a pris quelques mois. Et puis après, bah, voilà, les premiers clients, machin. Et puis ça a repris et c'est reparti, en fait. Ah Ah, oui, il y a c'est des beau. raids, mais ça va. Il y a des séquelles, mais qui n'influent pas sur le tatou. Donc ça, c'est cool. Ok. Et puis voilà, quoi. Ouais, j'ose à peine imaginer la petite remise en question par laquelle tu as dû Ah ouais, passer quand tu te rends compte que ce que tu aimes faire, tu vas ouais, probablement pas savoir le refaire comme avant. c'est ça.
Et là, tu fais merde. Parce que moi, même si j'ai fait plein d'autres boulots, à partir du moment où je suis devenu apprenti, puis depuis que j'ai 14-15 ans, le tatou, c'est le truc que j'aime vraiment. L'histoire du tatou, les gens qui tatouent, les machins. Alors maintenant, je t'avoue, je suis un peu perdu parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus qui est qui. Chaque fois, on me parle de « Ah, tu connais un tel ?» Alors, ils font du super boulot. Mais non, j'en ai jamais entendu parler parce que tu les as jamais vus dans des confs, tu les as jamais vus dans des magazines. Enfin, j'achète plus trop de magazines. Mais voilà, c'est perdu. Il y en a tous les jours. Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Voilà. Et qui ont un niveau technique, par contre, des fois, qui te met par terre. Hein, tu fais « Ah ouais, oui. Ah oui, d'accord. » Ça, c'est les bons et les mauvais côtés du tatouage moderne. Ouais. Puisqu'en effet, il n'y a plus ce côté exclusivité, niche, difficulté. Par contre, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui mettent des suées aux anciens. Ah oui, clairement, ouais. On avait parlé, tu vois qui c'est Greg de Cherbourg? Oui. Super gaffe. Hein. Et on s'est vu à Nantes il y a 2 ans. On se voit à chaque fois à Nantes et tout. Et du coup, on discutait tous les deux dans les allées, on se baladait. Et on me dit, t'as vu le niveau technique? Je me dis, mais laisse tomber, c'est un truc. Et tu vois, c'est marrant. Alors, sans me vanter, moi, le dotwork, en fait, quand j'ai commencé, on était 3. Il y avait Daniel Dimatia qui était à Liège. Enfin, on était 4. Il y avait Sky qui était à Bruxelles. Et en France, il y avait Alexis Calvier et moi. On était tous les deux à faire ça. Voilà. Moi, je te dis, au début, le dotwork, tu montrais des dessins, les gens dans les vies, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, vraiment, quoi. Mais ça ne te ressemble à rien, ton truc. Heureusement, j'étais chez Tribalact, donc il y a eu plus de. Il y avait ce côté un peu underground chez Tribalact, et du coup, il y a eu plus de demandes par rapport à ça, et ça s'est développé. Voilà. Mais moi, quand je voulais faire du dot, en fait, j'avais pris mon petit train pour aller voir Z à Londres, et chez Into You. Donc là, tu arrives dans une espèce de temple. C'est Into You, quoi, merde. Wow. Ex-Bini qui dit bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Et Z, tu vois, c'est rigolo, qui pourtant, pour moi, ça reste un dieu. Hein, mais... Et il regarde mon book, j'avais 10 pauvres dessins là-dedans, avec un peu de dot, un peu de black, beaucoup de black surtout. Et il me dit, tu vois, moi, il m'a fallu des années pour faire des blacks comme ça et des lignes comme ça. Et en fait, c'est ça le principe, c'est que les nouveaux qui arrivent bénéficient, on va dire, entre guillemets, des conneries et des erreurs qu'on a pu faire, que les anciens ont pu faire, ils les corrigent, et du coup, le niveau technique, il augmente. Alors, pas que quand tu vois passer des trucs sur Instagram, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y en a certains qui sont littéralement passés à côté. Hein. Pour moi, on ne fait pas le même métier, voilà, c'est juste, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est ça. Pardon? Non, vas-y. Non, mais c'est moi, je suis désolé, je suis super bavard. C'est bien. Pardon. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est que les générations, elles se suivent et chaque génération bénéficie de ce que les autres ont fait avant. Et c'est hyper important. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, maintenant, le dotwork, tu regardes le truc, il y en a plein qui en font. J'ai commencé à voir ça en conv, où de plus en plus, en fait, alors, il y a les gens qui font du vrai dotwork. Voilà. Tu vois, de ce côté géométrique, un peu pas spirituel, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse énormément et que je trouve que ça n'a rien à voir là-dedans, c'est juste joli. Voilà, il faut que ce soit joli, point barre. Tu mets ce que tu veux dans le tatou que tu portes, on s'en fout de la signification. Mais voilà, en fait, j'ai commencé à en voir quelques-uns qui utilisaient le dot déjà pour faire des ombrages. Parce que certainement, ils ne savaient pas faire des noirs et gris, et du coup, ils faisaient des points. Voilà, c'était plus facile. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Et puis voilà, petit à petit, après, il y a des gens qui défoncent vraiment. Petit tir discret à ceux qui abusent du whipping. Bah oui, alors voilà. Non, ça, c'est un autre truc. Je suis désolé, le whip, j'ai essayé. Quand j'ai vu, il y a très longtemps, hein, j'étais putain, je vais en faire un et tout. Et puis en fait, ça tient pas, je suis désolé. C'est pas la même chose. Si tu veux garder ton point sur la longueur, c'est clair qu'on n'y est pas. Par contre, ça fait des jolies patines. Mais est-ce que c'est vraiment du dot? Pour moi, non. Ça n'en est pas. Je suis d'accord avec toi. Une technique à part entière, comme le stippling aussi, j'ai découvert ça il y a une semaine, c'est une guest qui faisait ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est le stippling? Pareil, j'ai fait pareil, voilà, même tête, genre, pardon. Donc, ça s'appelle du stippling, en fait, c'est une espèce de façon de... c'est comme du whip, mais en ligne. Tu vois, tu tires tes lignes, et en fait, ta machine, elle va tellement lentement que du coup, tac, 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 ça fait des points. Et ce qui est assez fun, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais apprenti, Yann Black, il avait développé ce truc-là. Sauf que lui, il le faisait à la 3 avec des coils. Et j'aimerais autant me dire que... Alors, c'était très joli, mais putain, ça latait. Hein. Ah ouais, j'imagine. Et par contre, voilà, toi, j'ai revu des tatous qu'il avait fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. 20 ans même plutôt, d'ailleurs. Et franchement, le point, il est toujours là. Hein. Tu vois, la ligne en gris, cette espèce de... Lui, il utilisait ça comme une espèce de
de griffonnage, tu vois, en gris. C'était magique, c'était nouveau, vraiment. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de nouveau? Alors, on se demande. Hein. Lionel et lui, ils ont apporté le graphisme dans le tatou, en fait. Enfin, c'est simple. Hein. Et tout à l'heure, quand tu as cité la boucherie moderne, alors je ne sais pas si c'est parce que je m'oriente spécialement vers ce type de personnes-là, mais on ne le dira jamais assez, ça a été un shop fondateur. Et une école, je veux dire, une école à part entière. Moi, personnellement, j'ai découvert le tatouage. Bon, déjà, toi, je t'ai découvert dans les magazines à l'époque, mais la boucherie moderne, ça a été la claque. C'est-à-dire que tu avais ce qui se faisait de traditionnel, et puis tu avais tout d'un coup ce qui est arrivé là-bas. Et c'est devenu une référence ultime. Mais ça, les gens, des fois, l'ignorent. Surtout que la boucherie moderne, aujourd'hui, n'a plus exactement la même forme. Elle bénéficie toujours de cette aura-là, parce que le shop, il est là, toujours au même endroit, et c'est magnifique, ça fait plaisir. Mais putain, comment ça a été important dans l'histoire du tatouage francophone. Et Jeff, je sais qu'il avait à l'époque, avant d'avoir que la boucherie, il avait un shop à Tournai. Il faisait que du street shop, en fait. Et à côté... Tu vois, il sortait ces trucs en graphique, avec des espèces de montage complètement débile. Quand il a sorti, c'était au Tattoo Art Fest, c'était les 2 fesses avec Starsky et Hutch. Je crois que c'était ça, c'était la Joconde. Je ne sais plus si c'était la Vierge Marie ou la Joconde, mais qu'il avait fait en pixel. Enfin, c'était pas en pixel, c'était en trame. Ce qui est encore pire. Comme de la sérigraphie. Ouais, c'est ça. Et là, tu fais, ah la vache. Merde, il y a encore un niveau là qui est passé. Et Kostek, pareil. Kostek, c'est tous ces gars-là. Et je sais que c'est des potes de Yann en fait de longue date en fait, et que ça les a, en fait, eux, ils avaient envie de faire ça, ça leur a ouvert un peu comme moi en fait. Quand je voulais être tatoueur en fait, j'avais laissé ça un peu de côté au début. Et en même temps, je me dis, si j'avais commencé à 20 ans, tu vois, j'avais pas la même maturité, et peut-être que je serais même pas là. Tu vois, parce que faut quand même avouer que tous les tatoueurs de cette époque-là, il y en a un paquet qui ont passé l'arme à gauche, hein, quand même. Et quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais pas être aspirant tatoueur aujourd'hui. Non, du tout. Du tout. Parce que justement, tu parlais tout à l'heure et j'ai réagi là-dessus. Et hier soir, Cyril de l'Encre et des Trous à Nancy qui m'envoie un réel de Fat Manu qui montre son... Je l'ai vu. Ah ouais, qui montre son book lorsqu'il était en recherche d'apprentissage et du travail de personnes qui se déclarent tatoueurs. C'était là, mais c'est pas possible. À quel moment ces gens-là, ils n'ont pas saisi que le dessin, c'était important? Ah oui, c'est quand même la base. Et que tu fasses du black work, du machin, comment dire, faut que tu aies quand même une notion un peu de goût, un minimum quand même, tu vois. C'est ça qui est... Ah non, mais moi, ça me bute. Hein. Ouais, ça me fume. Je sais pas quel est ton rapport, aujourd'hui chez Dolores, est-ce que vous avez des apprentis? Est-ce que vous voyez passer du monde qui recherche de l'apprentissage ou pas? Moi, pourtant, qui suis pas si vieux, j'ai 36 ans, mais des fois, des jeunes qui ont 15 ans de moins, admettons, j'ai l'impression, j'ai l'impression de parler d'un truc, même d'être limite has-been, vraiment pas pris au sérieux. Alors, je sais pas quel est ton rapport toi avec la nouvelle génération, mais c'est fou, parce qu'il y a une vraie, je vais pas dire tension entre la nouvelle génération et les anciens, mais il y a une imperméabilité, quoi. Il y a un truc. Il y a plein d'a priori de la nouvelle génération, tu vois. Alors, moi, je suis pas contre la nouvelle génération, au contraire, ce que j'ai dit il y a pas longtemps en plus, c'est en tant que gars qui tatoue depuis longtemps ou fille qui tatoue depuis longtemps, faut toujours avoir un œil en fait sur ce qui vient derrière. Sinon, c'est ce qui te fait aussi bouger. Tu fais ah oui tiens lui il fait ça comme ça. Toi par rapport aux dots et tout géométrique, je regarde faire des mecs comme Nadoz, comme Benjico, comme Clément, Monsieur Berda et tout. Et il y en a plein d'autres, hein, Zong, etc. Mais Cyril, bref, il y en a plein, beaucoup. Tu vois, pour te dire, je ne pourrais même pas tous les citer parce qu'il y en a plein qui valent vraiment le coup, quoi. Tu fais ah ouais, putain, c'est cool. Leur mise en place, comment ils posent. Il n'y a pas longtemps, on a fait un workshop en fait avec. En fait, ils voulaient aller faire le petit séminaire de Lewis là, pour la pose de stencil. Je vais faire payer des poses de stencil. Bon, bref, c'est un truc. Finalement, ils ont trouvé ça effectivement très très cher. Voilà. Et en fait, Clément, Monsieur Berda, il me dit écoute, on doit faire un petit truc à Thibaut à Lagny, justement, chez les Wildlands. Et il me dit on fait un petit workshop là-bas, on va être une 12aine. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis grave, ça m'intéresse. Donc on a passé 3 jours là-bas. On était 13 des 4 coins de France. C'était magique, on ne se connaissait pas du tout. Il y avait 2-3 qui se connaissaient, mais c'était tout. Et donc pendant 3 jours, on a discuté de
ben, comment on pose nos trucs, comment tu poses une gorge, comment tu poses un truc comme ça, t'es calme, comment tu fais. Et c'était super bien, mais c'était vraiment magique. Tu repars, t'es super boosté. Et pourtant, j'étais vraiment le plus vieux, hein, parce qu'ils avaient tous une dizaine d'années de tatou. Et moi, j'étais putain, mais en fait, qu'est-ce que je peux vous apprendre? Enfin, c'est vous qui m'apprenez des trucs, en fait. Et c'est par rapport à la nouvelle génération, c'est ça, c'est qu'il faut toujours avoir un œil. Maintenant, par rapport à tout ce qui est les espèces de trucs soi-disant artistiques où tu vois que c'est tout pété, qu'il n'y a pas une ligne qui est rentrée, que tu sais que ça va être bousillé, que dans 6 mois, ça ressemble à rien, ouais, ça me gêne par contre, vraiment. Toi, il n'y a pas longtemps, je vois une vidéo sur Instagram, petite nana toute contente qui bosse en appartement, débutante. Hein, ah là là, aujourd'hui, je suis contente, j'ai posé des grosses fleurs sur le dos de mes clients. Alors, tu vois la gueule des fleurs, tu fais oh, putain, au secours. Et bon, soit les commentaires disaient que les gens adoraient tout, c'est leur truc. Sauf que, en fait, tu la vois, donc tu sais, ils font des reels et tout ça. Tu la vois donc monter son poste, ses petites bouteilles, ses petits machins, mettre les stencils, nettoyer la peau, raser, etc. Et à un moment, sur la vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher. Je fais élégante, c'est optionnel. Parce qu'en fait, elle avait aucun gant, à aucun moment. Sauf pendant le tatou. Et là, tu vas quand même, enfin, je sais pas, moi, je me fais piquer depuis 89, donc. Mais les gars avaient des gants hein, déjà à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, moi, c'est ça qui me dérange. C'est vraiment ce truc-là de. Eh ben, on fait du tatou parce qu'on ne sait pas quoi foutre de nos 10 doigts, qu'on nous a mis dans une branche sur la PAO et tous ces trucs-là, qu'il n'y a pas de boulot, que tout est saturé, et que tatou, on m'a vendu le fait que je vais gagner 4000 boules par mois. Alors peut-être tu peux, ça m'est jamais arrivé, peut-être tu peux, mais quand ça fait 30 ans que tu bosses, certainement, quoi, tu vois, aux États-Unis d'Amérique. Tu vois. Bon, voilà, c'est un peu ça. Mais Non, mais c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu la réflexion qui revient tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une vocation, c'est plus un truc auquel tu dédies ton âme, c'est comment dire, un outil comme les autres, c'est-à-dire un médium qui complète une formation, une personnalité, j'en sais rien. Ouais, voilà. Enfin, il y a plus ce côté obsessionnel comme ça pouvait l'être à l'époque. C'est vrai qu'on en discute, et du coup avec des nouvelles tatoueuses. Comment tu vois le truc? C'est un enfer. Tu fais un tatou, tu le fais bien, sauf que dans ta tête, tu vas dire ah peut-être que là j'aurais pu faire mieux. Et c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois tu essayes de faire mieux, que tu te remets en question, qu'il y a des périodes de gros doutes toujours, ça c'est régulier, que tu dis je fais que de la merde, et puis en fait pas tant que ça. Enfin voilà, c'est juste que tu te remets en question, et c'est important, en fait, c'est super important de se remettre toujours en question. Et c'est vraiment ça, c'est une espèce de fame, en fait, mais moi je fais des tatous. Alors, je t'avoue, là-dessus, quand le Ignorant Style il est apparu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, ce qui me dérangeait, en fait, c'était pas tant le Ignorant Style en lui-même, parce que des tatous de soirée, on en a tous. Hein. On a tous fait sur le coup de 2 h du matin avec 4 grammes, genre, on va tatouer ou pas? Et c'est fun, et ça fait partie du tatou, faut pas oublier ça. C'est que le tatou, comme les 2 mecs dont je te parlais au début, dans la cour d'école, qui se piquaient avec une aiguille de compas et des cartouches de stylo encre, voilà, ça fait partie, c'est le tatou, c'est ça aussi. Mais là, en fait, c'est devenu un business, et c'est ça qui m'a dérangé vraiment. Et ce côté où il disait, ouais, mais nous, de toute façon, les anciens, on n'en a rien à foutre, c'est des escrocs, etc. J'étais, putain, merde. Et en fait, Banana, elle me dit très justement, elle me dit, ouais, mais toi, quand vous avez commencé à tatouer, c'était votre volonté, en fait, de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et de faire un truc différent. Je fais, ah oui, effectivement, c'est vrai. C'est pas faux. Bah ouais, voilà. Et ça va, genre, j'étais là, bon, bah oui, c'est pas faux. Maintenant, le Ignorant Style, c'est une chose. Maintenant, on est au-delà du Ignorant Style. Hein. C'est genre, je tatoue avec les yeux fermés. C'est magique. C'est un peu ça, quoi. Et ça plaît. C'est plus aussi subversif que ça pouvait l'être à l'époque, quoi. C'est ça. Tu te rends compte que je discutais avec un pote d'un vendeur, un fournisseur, il me disait pendant le confinement, il vendait entre 5 et 8 kits de débutants par jour. Tu vois le délire. Ouais. Oh, waouh. Donc même si, on va dire, il y a 50% qui vont le laisser de côté en disant c'est trop dur. Pareil, j'ai vu une nana, en fait, qui a posté un reel. En fait, apparemment, elle fait de la peinture, je sais pas trop quoi, non. Et elle s'était commandé un kit, jeune fille, de, je sais pas, 25 ans, tu vois, 20-25 ans. S'était commandé un kit sur Amazon, elle, pour le coup. Voilà. Ça aussi, tu vois, est-ce qu'il ne faut pas légiférer là-dessus? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je milite pour la difficulté d'accès au matériel. Mais par contre, je peux que comprendre les fournisseurs qui se sont vus griller par les AliExpress, Amazon et compagnie, qu'ils étaient obligés de passer aussi à un autre mode
Ouais, de voilà. vente. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de Bruno Pigalle et tout. Moi, mon tout premier kit, c'était Jet France. Ah putain, Euh, tu l'as encore? alors, il me reste quelques pièces, quelques manchons inox et tout, mais j'ai plus les machines, malheureusement. Je suis vraiment une brêle. Et non, mais surtout que je me rappelle de ce jour où j'ai envoyé mon petit chèque par enveloppe. Et tu sais pas combien de temps ça va mettre. Tu sais même pas si tu vas recevoir ton matériel, en fait. Voilà. Oui, Et puis un jour, tu as un avis de passage du facteur. Tu vas à la poste et c'est c'est ça. là. Je l'ai. Ah ouais. C'est beau. Ah ouais, Jet France, j'avoue, mais j'ai retrouvé, en faisant du rangement dans ma cave, qui est une espèce de capharnaüm, des buses jetables emballées de Jet France. Ah, waouh. Ouais. Moi, je me rappelle d'un système de needle bar qui était avec un espèce de petit système de serrage. Et tu venais enquiller un groupe d'aiguilles qui était avec un scotch thermoformé. Tu le vois, ça? Mais oui. C'est une hérésie totale, ce Ah, truc-là. mais complètement, ouais. Mais tu sais, Yann, il me racontait quand il a commencé à tatouer, ses aiguilles, il les soudait à la glu. À la glu, bien sûr. Ouais, Mais ouais, oui. ouais, ça, je l'ai entendu en parler Voilà. dans je ne sais plus quel podcast. Ouais. Et pareil, donc tu vois, par exemple, rapport ancien-nouveau, un vieux en convention, il va le voir et tout, blablabla, et le vieux, il le regarde, il lui donne un magnum, une aiguille, il fait « on passe me voir dans 15 jours ». Et il m'a dit pendant 15 jours, il a regardé le truc sous tous les angles, mais comment il fait? Et après, le vieux lui a appris, il lui a montré vite fait, et puis voilà, c'était parti. Mais la transmission, elle est là, il faut qu'elle soit là, c'est un truc. On n'est pas des... Oui, on a une façon de bosser en tant qu'ancien, et encore, je ne m'estime pas si ancien que ça, mais bon. Faut pas fermer les portes. Il faut, d'une part comme de l'autre, il faut garder. Et ben ouais, il y a un échange, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et par rapport justement aux échanges et à la nouveauté, au niveau des outils, on le sait tous, ça a vachement évolué. Oh oui. Ça, c'est un truc que j'aime bien en parler parce que c'est vrai que ce podcast aussi, il a vocation de parler un petit peu de technique et du rapport à la technique. Par rapport aux outils, toi aujourd'hui, tu roules avec quoi? Est-ce que tu as intégré des nouveaux outils? Alors oui, ça fait il y a un mois, en fait, parce que je me suis dit, il faut reprendre les conves et reprendre les guests. Parce que l'équation, elle est simple, hein, les clients ne donnent plus à toi, c'est à toi d'aller vers eux. Donc, je me suis dit, guest, je reprends. J'avoue, j'en avais fait plein des confs, des guests et tout. J'étais là, bon, allez, ça fait 20 ans, pose-toi, ça va être cool. En fait, non, ça va pas marcher comme ça du tout, en fait. Et puis voilà, ça fait plaisir aussi de revoir toi, Persmorail, par exemple, ça me ferait super plaisir d'y aller. Je passerai de voir à Bordeaux, du coup. Voilà. Mais du coup, oui, alors donc, du coup, je me suis acheté un pen. Voilà. J'ai du mal à dire ce mot, un crayon, on va dire. Un textoy. Yes. Le mot Le Pen, j'ai du mal. Voilà, c'est autre chose. Dans ma tête, ça fait une association qui n'est pas tatouage du tout. Bref, enfin voilà, j'ai acheté un petit pen chez une petite boîte qui s'appelle Stone Edge, qui font tout ça, qui fabriquent tout ça en Islande, avec des petites pierres, avec une grosse pierre dessus. Alors, il y a de l'améthyste, il y avait du jade, mais il n'y en avait plus, et la pierre noire, là, comment, onyx. Super belle, vraiment. Et alors, donc, je l'ai pris, et j'ai commencé à faire des lignes. Et alors là, j'ai fait sa mère. Oh putain. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise des coils, en fait, pour les lignes et pour le remplissage. J'utilise des direct drive, en fait, pour le dot, parce que ça a été fait pour ça. Enfin, ça n'a pas été fait pour ça, mais il n'y a pas mieux. Et c'est vrai que le pen, justement, se rapproche le plus de la direct drive, en fait, pour le dot. Donc, je trouve que pour le dot, le black work et l'ombrage, ça marche super bien. Les lignes, je suis pas encore dessus. Je t'avoue, j'ai mis 1 heure à faire un truc que j'aurais fait en 20 minutes. Ouais. J'en ai sué, j'avais l'impression de recommencer à tatouer, quoi. Mais c'est dingue parce que tu vois, j'ai même, moi, je fais faire mon dos. On n'a malheureusement pas fini par un tatoueur bordelais qui est excellent. Mais bon, il a testé sur mon dos une fois une machine, un pen où il reproduit. Tu avais une option pour reproduire le softness, tu sais, d'une colle. Ah ouais. Et t'es là, mais waouh, on en est là. C'est-à-dire que les mecs ont créé un truc qui, selon eux, fonctionne, mais tu sais, des espèces de trucs genre, on va quand même faire un petit retour en arrière pour reproduire une sensation qui va plaire aux vieux. Bientôt, tu vas avoir sur Spotify ou un truc comme ça, tu vas avoir une playlist avec des bruits de machine pendant 3 heures. Tu pourras le mettre en même temps. C'est magnifique. Mais j'ai vu passer sur la page de, je sais pas si tu vois, Ico Deluxe. Ouais. Alors j'ai pas vraiment j'ai pas fait une vraie recherche, mais il a fait une vidéo avec une espèce
de machine format pen, mais qui fonctionne avec des ressorts, avec Ah ouais. Alors, je sais pas si je saurais le retrouver, mais franchement, ça vaut le détour parce que rien que la gueule du truc, c'est assez impressionnant. C'est magique. Ah ouais, Dan Kubin, qui avait fait alors, j'ai jamais acheté de Dan Kubin, c'est beaucoup trop cher pour moi. Moi, je trouve il y a un principe, tu vois, un pen à 1200 balles. Non, faut pas déconner quand même. Enfin, tu vois. Ça y est, je l'ai. Tu sais quoi, le truc, je te l'envoie comme ça, tu iras jeter un œil, c'est quand même hilarant, je te l'envoie de suite. Ouais. Et pardon, tu parlais d'Dan Kubin qui avait fait quoi? Et les machines, quand ils les avaient sorties, apparemment, c'était une tuerie. J'ai jamais essayé, je suis toujours resté avec mes coils, avec des builders assez comme Lucien Kapsman, par exemple, qui fait des super machines. Les drives, c'était pas compliqué, c'était Bruno, Monsieur No, qui fait des super machines aussi. Il m'a aussi fait des coils. Et voilà, apparemment, il a changé, enfin, il a changé de boutique, de tout ça, donc du coup, c'était un peu compliqué, il n'avait plus d'atelier, mais c'était des super builders, et moi, je me suis toujours contenté avec ça. Donc, effectivement, la Dan Kubin, ça avait l'air très très bien parce que tout le monde bossait avec, elle était très belle aussi, je trouvais vraiment, mais beaucoup trop cher, enfin, sérieusement. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, c'est fou, hein, mais mondialisation oblige, tu trouves des copies de Dan Kubin. Oui. Je peux t'assurer que ça tabasse. Moi, j'en ai une qui est une remplisseuse, en fait. Elle s'appelle la Cube, K-U-B. Et en fait, je vois le truc, je fais, c'est une Cubine, je fais, ouais, je l'ai démonté, j'ai regardé comment c'était foutu, j'en ai fait une, et ben voilà. Parfait. Ouais. Il y a No Iron aussi qui. Ah, je connais pas ça. Ah ben, c'est un builder qui est impressionnant parce que alors lui, sans vergogne, il copie la géométrie, voire des fois la technologie de certains builders. Sauf que lui, son dada, c'est de dire bah, moi, je vous le fais à un prix décent, avec des vrais matériaux et avec un suivi carré. Donc le mec te fait, il reproduit quelques modèles de Dan Kubin, ça va de la monobobine, collab avec Adam avec le petit roulement, en passant par des hybrides, ou alors il a même reproduit les machines de décalcomanie, tu sais, pour faire du gros noir, etc. Et lui, il en a rien à branler. Tu pourras me l'envoyer aussi? Ouais, bien sûr, ouais, je peux t'envoyer ça. Parce que ça m'intéresse aussi. Et tu vois, il y a pas longtemps, c'est Noxy qui m'a prêté une de ses Dan Kubin et Thomas Ishibashi qui me fait le dos, qui m'avait prêté des copies de Dan Kubin. Et alors, moi, j'ai fait un tatouage où j'avais besoin de deux machines et j'ai monté les deux machines et je peux t'assurer que je ne voyais pas la différence. La Dan Kubin qui roulait merveilleusement bien et la copie à 80 € qui était épatante. À 80 €? 80 €. Sans déconner. Je te jure. Mettez-moi 80 €. Mettez-moi une palette. Non, c'est fou. Bon, enfin, et pour revenir un peu sur le truc des outils, moi j'aime bien poser cette question. C'est quoi tes faisceaux, tes encres là, j'ai découvert en termes d'aiguilles, alors les encres, c'est Eclipse. Putain, depuis le Reach, c'est un cauchemar. Là, hier, j'ai recommencé En fait, Reach, moi j'ai galéré au départ. Avant qu'il y ait Reach, j'utilisais, c'était le Makuro Sumi. Oui, Makuro Sumi, c'était ça. Il y avait 3 teintes différentes en gris. Et en noir, j'utilisais, alors il y a eu Data Lens, mais voilà. Et puis la dynamique, je ne suis pas fana, franchement. Je trouve qu'elle vieillit super vite, vraiment. J'ai l'impression d'avoir des tatous qui ont 10 ans alors qu'ils ont 6 mois. C'est un peu ça. Donc, du coup, à la Eclipse, on m'a fait un truc sur la main là, à la Eclipse, justement. Clara, très bonne tatoueuse, Red Mantis, à suivre, mais vraiment. Ah oui, je vois, qui travaillait avec Sacha. Ouais, exactement. Ouais. Et lui aussi. Sacha, on se connaît depuis très longtemps. Il y a très longtemps. Et chaque fois, je vois ses photos, je fais putain, tu prends un level à chaque tatou. Tu fais, non, voilà. il est incroyable, je suis d'accord. Et donc, Clara, elle m'a fait un truc sur la main. Donc, la main, on a des gants toute la journée, machin. Et le noir, il n'a pas bougé. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup, elle m'avait dit, ouais, Eclipse, c'est bien. Alors, Eclipse, elle est cool. Je la trouve un peu grasse, franchement. C'est un peu galère, tu vois. Il faut vraiment bosser avec un sopalin ultra mouillé tout le temps à côté. Pas de vaseline, mais juste un sopalin. Mais elle tient super bien. Et donc, les Reach en gris, moi, je suis désolé, j'ai fini par faire mes gris à partir de l'Eclipse, parce que j'en ai essayé mes 4 ou 5, puisqu'ils ont interdit les Makuro. Et soit ça revient, c'est trop foncé, soit c'est trop clair, soit c'est dégueulasse en fait, et tu passes pour un mogol, et tu es obligé de refaire le tatou. Et là, hier encore, sur un tibia en plus, toi, tu passes 3 heures sur un tibia
Le mec revient, tu fais, bon, bah, va falloir y repasser 3 heures. C'est Bien pas sûr. super quand même. Ça va, c'est un client que j'ai depuis 10 ans. Mais il y en a d'autres pour qui j'ai dû le faire et tu fais, je suis désolé, c'est pas de ma faute en fait, mais tu passes quand même pour un con. Et voilà, ne serait-ce que leurs encres, elles sont donc des couleurs pareilles, parce que de temps en temps, je mets un peu de couleur quand même. Et bah pareil, j'avais utilisé un rouge et un bleu assez pétant quand même. C'est revenu quasi rose et bleu, genre couleur d'art d'examen. Tu vois. Voilà. Et bah non, ça marche pas en fait. Et en plus, elles sont 2 fois plus chères, je suis désolé, mais Ah ouais. vous me l'avez fait un peu à l'envers. Hein. Donc voilà, donc moi je bosse avec ça, la Eclipse essentiellement. Les aiguilles, j'ai découvert une petite marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Unicorn. Ah oui. Hein, Ah, je ne jure que sur eux, leur j'adore. petite boîte colorée avec la petite image dedans, comme dans les vaches qui rient quand on était gamin. À fond. Et les aiguilles sont mortelles, franchement. Et pour moi, le dot, c'est que des 5 en long taper, en fait. Et des needle bars archi solides, Ouais, comme chez US Liner, oui. comme chez Black Claw. Je veux dire, Alors, quand tu as Black de Law, la j'ai jamais eu. résistance dans ta needle bar, je suis désolé, mais tu peux tatouer pendant 5 heures, 6 heures, ça Oui, bouge quand pas. tu dois la tordre, tu sens le truc, tu fais ah ouais, c'est pas la même. Alors que C'est pas la- Quadron, bon bah Quadron, voilà, c'est fini. Ouais. J'ai Magic Moon aussi que j'utilise un Alors peu oui, pour tous les jours, on va dire. ouais, Magic Moon, elles sont vraiment, vraiment cool. Et puis, il y a. Et là, du coup, j'ai des cartouches aussi de chez Unicorn. Ah ouais, Aussi. elles ont l'air complètes. J'ai Et découvert bah ça ouais. chez Néon Cobra. C'est Eric qui m'a montré. Déjà, tu vois comment c'est foutu. Alors moi, j'ai jamais utilisé de Oui. pen ni de cartouche. Par contre, si un jour vraiment je m'y mets, clairement, j'irai vers ces modèles-là parce que tu sens que Ah oui, c'est plus franchement, ouais. quali, quoi. Et alors, oui, les Black Claw m'en a parlé. Mais c'est quoi? C'est Karimi donc, qui fait ça, Black Claw? C'est Workhorse enfin, ils font partie du groupe Workhorse, si je dis pas de D'accord. conneries. Et c'est américain. Ouais. Et je sais même pas je crois même pas qu'ils ont de distributeur en Europe, en fait. C'est pour ça que c'est un peu chiant à avoir. Bah, moi, en fait, avant, j'utilisais les Mitra, qui sont des Ouais. putains d'aiguilles. Sauf que Mitra, ils ont arrêté d'importer en Europe. Il y avait justement Greg était importateur, mais il ne le fait plus. Et du coup, j'étais un peu dans la merde. Quoi. J'étais bon, qu'est-ce que je vais. Parce que pour moi, le point, c'est du point. Quoi. Si je fais un point et qu'en fait, il ressemble à un point en 7 alors que j'ai utilisé une 5, et j'ai galéré, hein, vraiment, ça a été chiant. Ah oui. Et je tombais sur les unicorns, justement. Et je fais ah, elles sont bien. Et il y avait ouais, c'était ça Magic Moon qui était pas mal. Rapport qualité-prix, Mais à je trouve peine que assez c'est. fine. Ouais. Le temps passe, c'est incroyable. On est déjà à 51 minutes et j'ai l'impression Oui. qu'on y est depuis Oui, 20 minutes. Paris. Du coup, je vais juste aborder un autre petit sujet. Est-ce que toi, tu as appris à les gens? Est-ce que tu as eu des apprentis? Ouais, j'en ai eu 2. J'en ai eu 2. La première, j'ai mis 12 ans avant de me décider, à me dire ok, tu es maintenant capable d'apprendre à quelqu'un. Mais vraiment. Et il y a eu la dernière, ça a été juste avant que je quitte les derniers trappeurs, Vio. La première, c'était Alix Cooper, qui est devenue une excellente tatoueuse. Et c'était très cool, franchement. Et voilà, je suis très content, vraiment. On n'en fait pas du tout le même style, mais elle est venue par un ami commun. Et c'est vrai que j'ai vu son book, j'étais ah oui quand même. Et puis qu'elle s'était déjà tatouée quand elle avait 15 ans. J'ai ah toi t'en veux, toi t'en veux. Puis elle s'était tatouée elle-même, mais pas à des endroits non visibles si tu veux. Donc tu fais Ouais. allez, ouais voilà. Je fais allez vas-y. Et donc voilà parce que pour moi l'apprentissage c'est un apprentissage. T'es toujours sur le dos, c'est une expression, mais tu as toujours un œil sur la personne à qui tu apprends. Tu ne le laisses pas dans un coin, genre à faire le ménage, etc. C'est pas des choses comme ça, tu lui apprends à tatouer, en fait. C'est vraiment. Ouais. Alors, certainement parce que Yann m'a appris comme ça en me disant tu es là pour apprendre à tatouer et pas à faire le ménage. Et voilà. Et du coup, ça a été, Alix, ça a été assez rapide parce que. Au bout de 6 mois, hein, elle commençait déjà à bien se démerder, hein, franchement. Donc, on était chez Hardcore Plus à l'époque. Et ça a été plutôt cool. Maintenant, je crois qu'elle est partie à Montréal, au Canada. Et ça se passe très très bien, et tant mieux. Vraiment, je suis très content. Et la dernière, c'était donc Violaine, Vio, qui a été une cliente à moi il y a 20 ans. Voilà, les enfants. Et du coup, j'avais vu qu'elle dessinait, elle s'était mise vachement à dessiner et tout et tout. Et je lui ai dit, voilà, elle me fait, mais je galère un peu. Elle a essayé l'école à Créteil, l'école de tatou.
Comme elle dit, il y a des modules qui valent le coup, d'autres pas du tout. Voilà. Et je dis, si tu veux, je te montre. Le problème, c'est que moi, déjà, j'ai pas trop de taf, parce que oui, c'est le bordel en ce moment. Mais je peux t'apprendre à tatouer, ce qui s'est passé, et c'était très cool. Et puis là, je trouve qu'elle bosse chez Yosso, mais elle a gardé un boulot à côté parce que pas de rendement suffisant en tatou, quoi. Et alors, comment tu gères cette baisse d'activité, justement, parce qu'il faut quand même qu'on en parle un peu. Hein, je vais à la pêche. Non, mais non, je gère. Il y a des jours où c'est très anxiogène, et il y a des jours où tu te dis, vas-y, c'est comme ça, en fait. Hein. Et, oui. Parce que ouais, vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Tu sais pas comment, parce qu'il y a les réseaux sociaux, hein, évidemment. Voilà, on va pas se leurrer. Que moi, ce que je trouve dommage, alors je parle pas pour moi, mais par rapport, tu vois, justement aux nouvelles générations qui ont un niveau technique de ouf, elles sont un peu étouffées par tous les autres espèces de traînes savates qui postent n'importe quoi, mais qui savent comment le poster. Et du coup, tu passes à côté de trucs. Et puis ouais, j'ai l'impression qu'à Paris, en tout cas, c'est sursaturé. Mais vraiment, c'est un truc. Il y en a qui arrivent à leur épingle du jeu, tant mieux. Mais profitez-en, hein, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer, en fait. Mais ouais, moi, il y a environ un an, je me plaignais, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, en disant ouais, c'est le creux de la vague, gna gna gna, machin. Et en fait, là, en ce moment, c'est plus creux que le creux de la vague de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi, avant que j'arrête, en 2018, quand je me suis opéré, il y avait plus d'un an d'attente. Et voilà, c'était fou. Ouais. J'ai arrêté un an, je suis revenu, et donc au trappeur, j'avais les fins de tatou, les machins et tout. Et je sentais bien que il y avait un peu moins de demandes, un peu moins de tout ça. Et puis en fait, le temps a passé. Et puis là, en ce moment, mais c'est toi, tu veux venir la semaine prochaine, mais viens la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais. Ouais, moi, honnêtement, c'est la première fois depuis que je tatoue. Là, ça fait 3 semaines que je suis à 2-3 tatous semaine, quoi. Moi, j'ai pas dépassé 10 heures de boulot par mois depuis le mois d'avril. Voilà. Oh la vache. Tu me fais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et toi, je sais pas quoi faire. Je me dis, j'aime le tatou, je fais du tatou depuis X années, je sais ce que j'aime, enfin vraiment. Et comment gérer ce truc-là, en fait? Mais moi, ce que je me dis, enfin, des fois j'y pense, et justement, on va pas se quitter de suite parce que je voulais aborder quand même ce sujet-là. Moi, quelque chose qui m'importe énormément, c'est cette foutue histoire de statut, parce que j'ai fait une chier de recherche pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre que auto-entrepreneur. Alors, il y a d'autres formats possibles, mais bordel, pour l'instant, enfin aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire que le tatouage, ça génère de l'argent, c'est une industrie qui est florissante, dans laquelle il y a mille et une choses à faire. Par contre, il n'y a personne qui est en mesure de nous trouver un statut adéquat. Et bien justement, tu sais, je t'en avais parlé, là, samedi, on s'est vu chez Gabi Castel, on était une dizaine et tout. Plein de jeunes, et moins jeunes, il y avait Kali, il y avait Gabi, il y avait... Kali, j'en parle parce que ça fait elle aussi longtemps qu'elle tatoue. Et en fait, de la discussion là, c'était un apéro, enfin, c'était pas un apéro, c'était une réunion de tatoueurs. Et évidemment, il y avait un peu à picoler. Donc, il y a un moment où ça part dans tous les sens. Mais la première heure, 2 heures, c'était pas mal. On a discuté. Et en fait, il y avait une avocate qui était là aussi, Fiona. Et en fait, la première chose à faire, c'est d'avoir un vrai statut, en fait. Et c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de statut, et ce qu'elle nous a dit, elle dit, globalement, une fois que vous avez un statut pour votre métier, là, vous pouvez faire des choses. Elle dit, avant, il n'y a rien à faire, en fait. Tu peux te dire, ah oui, mais lui, t'as vu, il n'a pas mis des gants et tout. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça s'arrête là. La petite nana là dont je te parlais tout à l'heure, à qui j'avais mis malgré tout un commentaire, dans les 10 minutes, il a été supprimé, le machin. Genre, voilà. Incroyable. Oui, il faut un statut. À un moment, j'avais même pensé à un diplôme. Tu vois, j'en suis même revenu à me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un diplôme? Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est pareil. Là, quand j'ai débarqué dans le tatouage, c'était un nom négatif. Je veux dire, personne ne voulait entendre parler de ça et c'était très bien. Seulement, maintenant, on a besoin d'un petit contrôle. Et à chaque fois, j'en parle, mais parce que je discute des fois avec quelques tatoueurs américains et je sais plus si c'est peut-être pas tous les États-Unis, mais dans certains États, il y a des licences. Et ben voilà, une licence. En Angleterre, je crois qu'il y en a une, il me semble. Et je trouve que c'est un bon système pour réguler un petit peu, tu vois, comme les bars tabac, comme les taxis. Bon, ben par zone, voilà, on en a tant et pas plus. Bah, justement, il y avait, alors, par rapport au diplôme et tout, il y a Nico de Body Staff
qui est un super chouette gars aussi, qui a une super boutique qui tourne. C'est un super manager, vraiment. Bref. Et en fait, il disait, ouais, mais vous vous rendez pas compte, s'il y a un diplôme, le nombre de gens que ça va amener. Ce qui est vrai. Ça peut être n'importe quoi. Mais à côté de ça, il y avait quelqu'un d'autre qui disait elle connaissait en fait, par exemple, une école qui était une grosse école de sciences économiques et sociales, dans laquelle, en fait, pour rentrer dans cette école, tu devais être parrainé par quelqu'un qui avait fait cette école. Et ça, je trouvais ça pas mal, du coup. Cette espèce de parrainage licence, mais il faut que ce soit légalisé. Enfin, pas légalisé, parce que c'est légal, mais faut encadré. Voilà, intégré. Il faut qu'on ait un statut. Déjà, ça ferait super plaisir de dire, ouais, je suis tatoueur. Le nombre de fois où tu dis, tu fais quoi, enfin, plus maintenant, mais où je disais, tu fais quoi comme métier, bah, moi, je suis tatoueur, et que les gens te répondaient, genre, non, mais comme vrai métier, tu fais quoi? T'es con, quoi. Voilà, je bosse certainement plus que toi, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, le premier truc à faire, c'est un statut, en fait, vraiment. Et on a un syndicat des artistes tatoueurs, mais Oui. j'ai épluché de nombreuses fois leur site internet, et la question du statut, elle est vraiment... Pas du tout. Ah non, mais clairement pas. Ils sont plus à se prendre la tête sur des histoires d'encre, etc. Et c'est légitime, je veux dire. Oui, complètement. Ça fait un gros bordel, mais la question du statut, bordel de merde. Et par exemple, bon, ben là, c'est pareil, les petits soucis de santé venant, etc., une forme de reconnaissance aussi de ces choses-là. Je veux dire, qui dit statut, dit reconnaissance des contraintes et donc des maladies professionnelles. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Moi, t'imagines, heureusement, quand je me suis fait opérer, en fait, j'étais gérant salarié de la boutique de Hardcore Plus avant, donc du coup, ça m'a permis pendant 1 an de toucher les allocations, chômage, je sais pas comment ça s'appelait, c'est pas chômage, mais j'avais pas eu ça. La première fois où je m'étais fait opérer 10 ans avant, je veux dire, quand tu es indépendant, les allocations, c'est que dalle. Hein. C'est 15 balles par jour et basta. Hein. Tu vois, tu fais bon. Donc oui, il faut qu'il y ait un truc comme ça, les retraites, les choses comme ça. Ouais, on parle comme des vieux cons, peut-être qu'il y en a mais non. C'est juste non, c'est la réalité. Regarde, c'est vrai que tu parles des retraites aussi. Ça, je veux dire, c'est un tout. C'est-à-dire que déjà, dans notre job, tu t'en connais beaucoup, toi, des boulots où tu peux te former par YouTube parce que tu as des Freddy Mix qui te font des tutoriels pour comment poser un stencil, faire tourner une machine. Enfin, moi, ça me fait gerber. Bon, bref, ça, c'est un vrai souci. Et je ne sais pas comment mettre un coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là, mais clairement, c'est un souci. Et bien, ce que disait l'avocate, justement, c'est à partir du moment où vous avez un statut, là, dans ce cas-là, les gens qui ne sont pas dans le statut, vous pouvez les attaquer. Et c'est le seul moyen. C'est la seule moyen. Voilà. Bah ouais. Et c'est vraiment le point zéro, c'est ça. Il faut que. Alors, combien de temps ça va prendre, comment ça se passe, j'en sais rien. On doit se revoir, justement, en plus petit comité, dans un espace neutre, on va dire. Parce que, c'est très bien les soirées de tatou, comment ça se finit. Et c'était cool. Non, pas du tout. Non, mais là, c'était très cool, franchement, de rencontrer tout le monde. Chouette. Il y a une autre discussion, alors peut-être on y reviendra juste après, sur justement art et artisan. Ça, c'était important, je trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier. On peut se considérer comme des artistes quand tu crées un dessin, tu crées un motif, etc., etc. Mais à partir du moment où tu l'exécutes, techniquement, tu es un artisan. Point. Et chez la Maison des Artistes, parce que ça, c'est pareil, j'ai épluché ce truc-là. Alors, il y a un vrai problème juridique, légal. Alors, la pierre angulaire de la réflexion de la Maison des Artistes, c'est la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Parce que eux là, leur grand problème à eux, c'est de pouvoir dissocier un artiste-auteur par exemple, tu vas avoir dans la musique, tu vas avoir celui qui écrit les morceaux, tu vas avoir l'interprète. Bon, mais nous, le problème, c'est pareil. Entre un tatoueur qui fait carrière en tatouant de la pop culture toute son existence et un mec qui fait du free-hand, il y a un problème juridique et légal de reconnaître l'œuvre originale, ce genre de choses. Il y a longtemps, j'avais essayé de regarder justement avant d'être en libéral, tu vois, où là, t'en prends plein ta gueule, de regarder pour la Maison des Artistes. Et en fait, on était considérés comme copistes. T'es là, qu'est-ce que tu vas dire quelqu'un comme tu dis, les mecs qui font du freehand, ou quelqu'un qui va dessiner tout son, tu vois, un gars comme Ludo, qui dessine ses trucs, comme plein d'autres, hein, je pense à lui, voilà, parce qu'on va se voir bientôt, et tu vois, qui fait des dessins, qui passe des heures, moi aussi, je passe des heures à dessiner des trucs, et c'est pas, je leur copie pas, en fait. Oui, je leur copie,
Alors, j'en avais parlé avec un pote, en fait, qui, lui, était président de, comment ça s'appelait, l'Association française des designers. C'est un truc qui regroupe tous les graphistes, etc., etc. Il disait, là-dessus, c'est défendable, ce côté copiste, parce que, en fait, de toute façon, eux, en tant qu'AFD, ils considéraient qu'à partir du moment où, même si tu recopiais une heure, il y avait toujours un micro-dixième de ta patte, et que du coup, c'était plus l'œuvre originale. Ah ouais. Tu vois le délire, enfin, c'est un truc, mais c'est vertigineux, hein, vraiment. Il y a moyen, mais... Et donc, effectivement, le plus simple, c'est d'aller vers l'auto-entreprise, qui est quand même vachement plus simple maintenant, ça c'est cool. Mais encore une fois, faut pas trop gagner, parce que sinon, c'est normal. Enfin, tu vois, si effectivement, l'auto-entreprise, il y a des limites, après, il faut passer en libéral, et là, c'est encore pire. Enfin, et puis, c'est ce truc de base, comme tu dis, et comme on dit, le statut, on a une vraie reconnaissance. On est tatoueur, tatoueuse, point. Voilà. Et c'est marrant que tu abordes ce sujet, mais en fait, pourquoi passer en libéral? Ah bah parce qu'en fait, ils savaient pas où te mettre du tout. Et c'était tout simplement ça, en fait. Tu tatoueur. Ah ouais, mais ça rentre pas dans les cas. Et c'était justement Lionel qui m'avait dit ça. Parce que moi, j'avais essayé. Alors à l'époque, il y avait le RSI, ce magique RSI. Ce truc, cette espèce. C'est des escrocs. C'était vraiment des escrocs, pas tenté. Et du coup, moi, j'avais appelé l'URSSAF en disant qu'est-ce que vous faites? Je fais du tatouage. Ah je vous rappelle. On ne te rappelle jamais parce qu'en fait, ils ne savaient pas où tu étais. Et Lionel m'avait dit, tu les appelles, tu leur donnes un code APE, celui-là, et tu vas voir que ça passe. Et c'était passé comme ça, en fait. Mais sur mon code APE, c'était 921, je crois. C'est celui de maintenant. Enfin bref. Mais c'est absolument pas marqué tatoueur. C'était un truc toilettage pour chien, je crois. Enfin, c'était magique. Oui. Non, mais aujourd'hui, au niveau du code APE, on est au même endroit que les prothésistes ongulaires, toiletteurs pour chien et naturopathes. Quand on avait mis tous les gars et les filles en salariés chez Art Corpus, il y a une convention collective. On était sur la convention collective des prestidigitateurs et magiciens. Incroyable. Bon, on avait trouvé ça rigolo quand même. Mais tu vois, il y avait un côté, c'est débile, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu me diras, le pont avec la naturopathie, aujourd'hui, il se fait naturellement. Regarde, le tatouage énergétique. Ça, c'est un autre truc aussi, genre. Alors, il y a des gens qui font du vrai... Tu vois, dans le côté tribal de la chose, il y a du tatouage ethnique qui est du tatouage spirituel, vraiment. Sauf que là, la plupart du temps, ce que tu vois, c'est juste que c'est une façon de vendre ton truc plus cher, en fait. C'est juste ça, me raconte pas. Quand tu auras fini de tatouer, tu vas allumer ta PS5 et tu vas jouer comme tout le monde. Enfin, tu l'as peut-être vu passer, mais j'ai vu plusieurs fois des personnes s'offusquer de ce travail. Une tatoueuse, on va surtout pas la nommer, mais qui nous vend des formations NPOC à 1 700 € avec des... C'est incroyable. Et un diplôme qui est absolument reconnu par personne, bien sûr. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là fait son beurre sur le bad buzz qu'elle a provoqué elle-même. Je veux dire, on en est là. Quoi. Ouais, c'est compliqué à gérer. Et, tu sais comme moi comment ce genre de truc ça pouvait se régler auparavant. Voilà. Ah ben bien sûr. ça fanfaronnait pas longtemps, ça c'est sûr. Voilà, on n'en est plus là, mais est-ce que, il y a un moment, tu te poses la question, est-ce qu'on va parvenir à des méthodes un peu expéditives comme ça, en disant, tu fais de la merde, mon pote, ça va mal se passer. Ce serait dommage, vraiment. Mais voilà, c'est pour ça. Il y en a qui en parlent. Je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui ont tellement les morts qu'effectivement, ils sont presque nostalgiques d'une époque où on cassait des doigts, quoi. Ah, oui, où tu t'installais pas à 20 mètres déjà d'un autre tatoueur, hein, clairement. Ah non, mais ça. Au moins, tu allais lui dire bonjour, déjà. Déjà, tu allais lui dire bonjour. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est un truc de fou. Voilà, Art Corpus, là où on était, c'était sur une petite place dans le centre, dans le 2e. On était les seuls. Ça a fermé, Art Corpus a fermé en 2024, en août. Et je suis repassé. Il y a 5 boutiques qui sont ouvertes dans les 2 rues autour. Je t'assure, je fais ah ouais, quand même. Alors que nous, on avait été tranquille. Hein. Il y a Matière Noire qui s'était installée un peu plus loin de chez nous, mais qui était très cool, qui était venu dire bonjour, genre voilà, on a le projet de s'installer. Je fais installez-vous, qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes cool, on va s'échanger du boulot. On a échangé même des tatoueurs qui étaient partis bosser chez eux, d'autres de chez eux qui sont venus chez nous. Et ça se passe comme ça, et c'est cool, il n'y a pas de souci. Au moins, on vient dire bonjour. Là, non. Je me pose, tiens, vas-y. Bon, c'est nickel.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait encore un petit peu ce respect-là et la volonté de ne pas se marcher dessus. Mais c'est rigolo parce que ça, c'est une question qui se pose beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique. Mais tu regardes aux États-Unis ou même en Angleterre, pas si loin, tu as beaucoup de concentration de shops sur des petites zones. Ouais. Mais parce qu'ils ont aussi cette manière de délimiter leur ville avec des quartiers qui ont des identités, des ethnies, etc. Ouais. Chose qui est plutôt mal interprétée ici en France. Alors que ça fonctionne comme ça. Et je sais plus, il y a bien 2 ans de ça où je discutais avec un tatoueur français qui est parti bosser aux États-Unis et qui me disait eux, ils avaient subi ce truc-là un peu en décalage. Ils avaient eu cette crise-là, elle est passée, et qu'ils étaient revenus petit à petit à une manière de faire. Mais c'est que, en fait, eux, ils ont une culture tatouage qui est profondément ancrée et vraiment différemment que la nôtre. Ouais, et donc, ils ont cette logique-là de je vais me faire tatouer, je vais dans le quartier où il y a les salons de tatou. Oui, c'est pas une mauvaise chose, je trouve. Après, tu retrouves un artiste qui te plaît, et puis, parce que oui, on va dire, ils font tous du trad. Ouais, regarde bien ce qu'ils font. Tu vois, le trad est différent selon chaque personne. Hein. Il n'y a pas de. Ah oui. Il n'y a pas le dessin n'est pas le même si tu prends bidule ou machin, ça c'est ou les couleurs, enfin bref, voilà, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, ce truc de concentration, de style, d'échange, enfin tu vois, c'est encore une fois, c'est un échange en fait. Bon, et écoute, c'est pas mal, on a abordé pas mal de trucs dont je voulais parler. On va s'arrêter là bientôt, bah, oui. À 1h10, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui écouteront, ça fait plaisir. Grave. Merci à vous, continuez de nous solliciter, vous artistes qui souhaitez, qui avaient des choses à dire, parce que c'est quand même super agréable d'avoir des personnes comme toi qui nous font signe en mode moi je veux bien faire participer, ça fait plaisir. Mais c'est encore une fois, c'est une transmission, c'est un échange, c'est voilà, les nouveaux ont des choses à apprendre aux anciens et inversement. Et puis en plus, moi, le format de Blowout, je sais plus comment je l'ai découvert. Bah si, c'est par Xav, le tout premier. Ah oui. De Rouen, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est génial ce format. En fait. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment très cool. Bah, c'est super. Et on salue Xav d'ailleurs au passage. Ouais. Salut mec. C'est un chouette mec. Et on va vous laisser là, tout le monde. Merci en tout cas pour vos écoutes. On salue Loesa, donc ma binôme qui gère tout, qui est la moelle épinière de ce podcast, parce que moi je suis une brêle sur plein de trucs et c'est elle qui assure grave. Mais c'est bien, il en faut. Qui est de la nouvelle génération, mais qui fait du tatouage de vieux, qui le fait merveilleusement bien. Voilà, donc on la salue. Et puis encore merci à toi. On va couper l'enregistrement et je te reprends juste derrière. T'en prie. Allez, grosse bisous. À bientôt. Ciao.